Ça fait depuis 2008 qu'elle est députée à l'Assemblée nationale, Madame Véronique Yvon. Bonjour tout le monde. Alors, je n'ai plus de secret pour vous. Monsieur Cornoux m'a appris aujourd'hui que sur Wikipédia, vous aviez tous les noms de mon baptistère, ce que je ne savais pas. Alors, Marie, comme tout le monde, Emmanuel, parce que mes parents aimaient beaucoup ce nom-là, mais ma grand-mère était pas d'accord que je m'appelle Emmanuel, parce qu'elle connaissait un Emmanuel masculin qui l'avait traumatisé dans sa jeunesse, fait qu'elle a mis son veto. Et puis Mathilde, parce que je suis née le jour de la Sainte Mathilde, et Véronique, finalement. Fait que vous savez tout. Fait que maintenant, je peux m'en aller. On n'a plus de secret un pour l'autre. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'aurais aimé pouvoir passer toute la journée avec vous, mais j'ai une journée particulièrement chargée. Des fois, en politique, il y en a des costaudes comme ça, mais au moins, il y avait Valérie Roy, ma conseillère politique, qui était ici ce matin. J'avais lu votre programme. Elle m'a dit un peu ce dont vous avez parlé. Ça avait l'air vraiment intéressant avec Monsieur Voyer, notamment, dont j'ai lu certains travaux et je pense que vous avez dû être bien servi ce matin avec les différents conférenciers que vous aviez cet après-midi aussi. Je pense que vraiment, vous avez choisi le thème qui est le thème de l'heure, selon moi, pour les aînés au Québec. Alors, je suis vraiment ravie de voir qu'il y a autant de participation ici et virtuellement. Je veux saluer, bien sûr, les organisateurs, la table des aînés, évidemment, qui fait un boulot colossal avec toute son équipe, tous les bénévoles aussi qui rendent ce genre d'activité-là possible, tous les représentants des organismes, les élus, bien entendu. J'ai vu certains élus municipaux, représentants aussi de certains élus à l'Assemblée nationale et bien sûr les membres des organismes, des tables, des organismes communautaires, des organismes publics. Je pense que c'est vraiment institutionnel, c'est vraiment tout le monde ensemble qu'on va réussir à faire cette révolution-là. Moi, je pense que c'est une véritable révolution qu'il faut amorcer au Québec pour le virage vers le soutien et les soins à domicile. Parce que oui, il y a une grande question de soins, il y a une question de santé, mais il y a aussi une question de vie quotidienne, hein, d'activité de la vie quotidienne, d'être capable de pelleter ton entrée, d'être capable de faire tes courses. Donc, c'est pas moi il y a des gens beaucoup plus savants et versés qui vous en ont parlé, mais c'est vraiment cette fusion-là des deux éléments. Souvent, on le voit beaucoup en termes médicaux, je crois, mais c'est beaucoup aussi dans la qualité de vie, dans la capacité de garder son autonomie, dans la capacité de pouvoir avoir de l'aide ponctuelle pour faire des petites choses où ça peut faire toute la différence. Puis je pense que c'était vraiment intéressant de voir le vox pop, puis de voir la perception des gens aussi, la perception sur leur propre vieillesse. Il y a des gens à 93 ans, j'entendais Gilles Vigneault la semaine dernière donner une longue entrevue. Il est plus solide et cohérent et engagé que bien du monde de 30 puis 40 ans. Donc, évidemment, c'est beaucoup dans le cœur, mais à un moment donné, comme quelqu'un qui était très réaliste le disait, on est un petit peu moins en forme, on peut se lever en vieillissant un petit peu moins en forme, puis tranquillement avoir besoin d'aide. Donc, je pense que le Québec est vraiment à la croisée des chemins parce que vous le savez, on est une des sociétés avec le Japon les plus vieillissantes où le vieillissement de la population va nous frapper de plein fouet. Vous avez vu des statistiques puis tout ça. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes. C'est comme avec les changements climatiques, c'est pas parce que on le voit pas concrètement dans notre face qu'il faut pas agir. Puis je pense qu'autant avec les changements climatiques que ça commence à nous arriver en pleine face, autant le vieillissement de la population est aussi en train de nous arriver en pleine face. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis fière de voir qu'ici, à Joliette, comme députée de Joliette, puis dans la Nodière, il y a des initiatives comme aujourd'hui où on se rassemble pour réfléchir parce que c'est notre pouvoir citoyen, au-delà des organismes auxquels on appartient, puis de par les organismes, de par les institutions auxquelles vous appartenez, vous avez ce pouvoir-là de vous investir, mais c'est aussi un pouvoir citoyen de dire qu'on veut que cet enjeu-là soit à l'avant-plan, qu'on se mobilise pour que les décideurs vraiment fassent cette révolution-là. Puis vous le savez, hein, comment ça marche. Souvent, c'est ceux qui parlent le plus fort qu'on entend le plus.
et pour lesquels il va y avoir des suites. Donc, c'est pour ça que c'est important que cet enjeu-là devienne à l'avant-scène. Et je pense qu'on a une rencontre, un alignement des planètes pour y arriver. On a vécu avec la pandémie énormément de bouleversements, énormément de choses. On a vécu le traumatisme des CHSLD. On a vu aussi à quel point l'institutionnel était grand, à quel point il y avait beaucoup de gens qui vivaient en résidence pour aînés. Oui, ça peut être une solution intéressante pour beaucoup, mais ça veut pas dire que c'est la panacée, puis ça veut pas dire que c'est ce que tout le monde veut, puis ça veut pas dire non plus que c'est ce qui est le plus rationnel d'investir dans ces soins-là institutionnels. Puis nous, on s'est beaucoup penché là-dessus, moi comme députée de Joliette, mais aussi avec mon parti. Puis aujourd'hui, on n'est pas dans la partisanerie du tout, là. Mais parce que je pense que c'est un défi, on devrait faire une commission transpartisane là-dessus, là. S'il n'en tenait qu'à moi, vous savez que ça me tient à cœur d'être capable de travailler au-delà des lignes partisanes. Et après avoir fait, je pense, mourir dans la dignité, on devrait vraiment faire vieillir et vivre dans la dignité Mais bref, je pense que tous les partis, on se creuse les méninges, puis on se demande comment y arriver. Puis c'est sûr que chez nous, on a eu la chance, moi, quand j'ai été brièvement, un gros 18 mois, au gouvernement comme ministre des Services sociaux, j'étais au même ministère que le ministre de la Santé de l'époque, qui était Régent Hébert, qui lui avait vraiment cette philosophie-là. C'est un gériatre qui a consacré toute sa vie au vieillissement de la population, au soutien à domicile, de créer ce qu'on appelait une assurance autonomie. Donc, souvent, ça avait l'air un peu du chinois, là, le mot assurance, mais c'était juste de dire comment on peut assurer le maintien le plus longtemps possible des gens chez eux, en évaluant leurs besoins, leurs limitations, puis de venir donner les services autant par le système de santé que les groupes communautaires, les coopératives, bien évidemment, comme la coopérative ici de soutien à domicile à Joliette, qu'on appelle les ESSAD aussi, et les autres organismes, la popote roulante, je veux dire, ici, on a le Santé Émilie-Gamelin, il y a plein de ressources. Donc, de voir comment on est capable de tout travailler ça. Et vous savez à quel point c'est financièrement rentable. Au-delà des objectifs, des besoins, des souhaits des gens, c'est financièrement rentable. Une fois le virage fait, de dire qu'on va axer sur le soutien et les soins à domicile. Hein. Donc, c'est pour ça que nous, on propose de tripler les montants pour les soins et le soutien à domicile. C'est un coût à donner, mais au bout du compte, non seulement on va maintenir, je pense que c'est un facteur pour favoriser le maintien de l'autonomie, le maintien du bonheur des gens aussi qui souhaitent rester chez eux parce que c'est des bouleversements. On sait aussi qu'il y a des gens, quand ils déménagent, qui perdent des aptitudes, qui perdent des facultés. Juste l'adaptation à un nouveau milieu, à un nouveau style de vie, ça peut gruger énormément d'énergie. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut donner ce coup-là. Même si ça peut être des investissements vraiment importants, à terme, on le sait, hein, c'est comme quand on se part une business, c'est pas rentable la première année, mais à terme, on réussit à rentrer dans notre investissement, puis à terme, ça veut dire beaucoup de gens plus heureux parce qu'ils sont chez eux, puis beaucoup moins de frais institutionnels et de complications aussi. C'est un autre phénomène qu'on oublie, là, mais des gens qui peuvent être bien soutenus en restant chez eux. Ça va faire des gens pour lesquels il va y avoir une bien meilleure prévention aussi par rapport à l'aggravation de leur situation. Donc, je pense qu'il faut chercher cet équilibre-là. Il y a toujours des gens qui vont avoir besoin d'être hébergés en toute fin de vie. C'est normal, mais je pense qu'un maximum de gens pourraient rester à domicile, puis on le voit dans des modèles scandinaves notamment. Il y a des petits bijoux de révolution qui se font, de petites communautés qui s'entraident, de villages où on a de la mixité sociale. Je pense que c'est autre chose aussi qu'il faut voir dans notre approche. Moi, je crois beaucoup à faire rencontrer les jeunes et les aînés. Je pense qu'il y a de gros échanges intergénérationnels dont les deux cohortes seraient vraiment gagnants. Des jeunes, je vois beaucoup des jeunes, là, fin secondaire, cégep, je dirais du 15, 20, 25, là, qui auraient beaucoup à apprendre en termes d'histoire, en termes de tradition, en termes de vécu des aînés, puis qui pourraient apporter beaucoup aux aînés en termes de soutien dans les activités quotidiennes, en termes de soutien dans Internet et autres.
autre chose technologique comme brancher des fils. Hein, je veux dire, c'est des choses qui s'apprennent à tout âge, puis on est content d'avoir des gens qui viennent nous aider. Mais au-delà des blagues, je pense qu'il y a vraiment un échange là qui serait riche. Puis je pense que c'est ce type-là d'approche qu'on doit essayer de développer. Et puis en terminant, ben c'est ça, je vous ai dit, vivre dans la dignité, vieillir dans la dignité. Je pense que c'est fondamental. Ça devrait être un enjeu de société au-delà de toute ligne partisane. Puis les valeurs qui m'ont guidée puis qui nous ont guidés quand on a fait le travail sur les soins de fin de vie puis mourir dans la dignité, c'était les valeurs de respect, d'autonomie de la personne, de respect de ses volontés, de sa dignité intrinsèque, de sa vision d'elle-même sur elle-même. Et le pouvoir, on dirait en anglais l'empowerment, le sentiment de prise en charge sur soi-même que beaucoup nous rapportent, de pouvoir avoir cette possibilité-là ultime en fin de vie, de choisir comment on veut vivre notre fin de vie ou notre mort, c'est quelque chose qui nous accompagne à travers toute notre maladie, qu'on fait face à une maladie, de savoir que si le pire arrive, il y a cette espèce de sortie de secours. Ben moi, pour les soins à domicile, puis le soutien à domicile, je vois exactement la même chose. Je pense que si en vieillissant, qu'on ait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70, et qu'on sait que ces options-là de maintien à domicile, d'accompagnement, de solutions créatives, d'alliance des générations, de nouvelles manières d'être soutenu chez soi, c'est aussi une paix d'esprit qu'on a à toutes les étapes de notre vie, de savoir que si on a des pertes d'autonomie, que si la vie se complexifie, il va y avoir des soins, des services, des gens, des organismes qui vont être là pour venir nous soutenir. Donc, c'est pas juste un gain quand on arrive à cet âge-là et qu'on le vit, qu'on peut rester chez soi. C'est un gain aussi à travers toute sa vie de savoir que les options vont être multiples et que ces craintes-là que certains entretiennent de s'en aller dans un milieu institutionnel vont être beaucoup réduites et je pense que cette paix d'esprit-là, cette sérénité-là, ça vaut le coup qu'on prenne ce virage-là. D'où mon enthousiasme de voir qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui se penchent sur tout ça. Puis je pense qu'ensuite, si Joliette, parce qu'on a des beaux projets aussi avec la communauté, très créatifs, qui se développent. Puis on a de la matière grise, faut le dire, grise pas juste en cheveux, grise dans la tête, parce qu'il y a vraiment une belle alliance des générations aussi aujourd'hui. Moi, je serais très, très fière que Joliette, on se donne cette espèce d'élan-là de dire, nous, tous ensemble, on va travailler avec la table des aînés, avec les acteurs du milieu pour trouver des solutions innovantes, intéressantes. Puis on va devenir un laboratoire, en quelque sorte, de ce qu'on pourrait faire pour améliorer le vivre, le vieillir dans la dignité. Donc, c'est le mandat que je nous souhaite, c'est l'avenir que je nous souhaite. C'est que merci de consacrer du temps à cet enjeu-là qui est vraiment, vraiment très important. Je vais rester un petit peu avec vous. Puis pour le reste de la journée, je vais avoir des oreilles et 2 yeux à travers Valérie aussi pour la suite. Donc, merci beaucoup. Bons travaux. Puis on se retrouve pour toutes sortes d'autres projets. Je vais toujours être là pour vous accompagner. Merci beaucoup.